Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le studio de Test Achat. Cette semaine encore, on va tenter avec trois experts qui vont venir me rejoindre sur le plateau d'aborder différentes thématiques pour vous aider à faire de meilleurs choix comme Test Achat le fait depuis de très très nombreuses années. Aider les consommateurs, les consommatrices à circuler, à naviguer dans l'abondance de choix qui se présentent à eux et des difficultés qu'on a parfois à décider qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vraiment bien ou bien qu'est-ce qui est un gros coup de pub. Eh bien, ici à Test Achat et sur ce plateau, on tente de dépoussiérer tout ça, de débroussailler tout ça. Et on a trois super sujets aujourd'hui qui nous attendent. On va à premier sujet très intéressant, en tout cas moi qui m'intéresse beaucoup, comment devenir millionnaire grâce à la bourse peut-être. Ça, évidemment, on le découvrira tout à l'heure. Comment aussi et pourquoi réduire sa consommation de viande. On va un peu aborder les avantages qui sont à la clé et puis aborder aussi quelques conseils pratiques parce que c'est pas non plus facile de naviguer dans ce sujet-là. Et on terminera avec un dossier sur le système d'eau chaude le plus adéquat à choisir pour mettre chez vous. Alors, on va voir ça dans un tout petit instant. Et je vais commencer par inviter le premier de nos experts. Et il s'agit de Nicolas Claes pour parler justement de cette méthode extraordinaire, en tout cas je l'espère, pour devenir millionnaire en bourse grâce au DCA. Allez Nicolas, viens me rejoindre et bienvenue à toi. Alors, moi, je suis très très curieuse d'entrer dans le vif du sujet, mais pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es et ce que tu fais au sein de Test Achat ? Alors, moi, je suis expert au sein de Test Achat Invest, donc ce sont les revues de placement, le site internet de placement de Test Achat, où on évoque plein d'analyses, plein de sujets, plein de conseils sur les placements grand public, comme les actions, les obligations, les fonds de placement, les trackers, l'or, etc., etc. Etc. et DCA. Et donc, le DCA aussi. Aujourd'hui, c'est donc le DCA, et je suis très curieuse. C'est un acronyme qui cache quoi ? Alors, c'est un acronyme anglais en fait qui désigne le dollar cost averaging. Alors, c'est un nom assez barbare, donc ça je vais l'expliquer après. C'est un terme qu'on retrouve de plus en plus souvent dans les vidéos financières qu'on peut trouver sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et qui promettent, grâce à cette méthode d'investissement en bourse, de devenir riche, de devenir voire même millionnaire. Mais on va voir si c'est bien possible ou pas. Oui, petit spoiler, à mon avis, on ne serait pas là si c'était possible, on serait déjà tous millionnaires, on aurait tous suivi ces beaux conseils. Exactement, bon, je crois que on va voir. Ouais, tout à fait. Alors, tu n'es pas rentré encore dans le détail de ma question. C'est toujours pas clair. C'est quoi ce DCA ? Alors, le DCA, ça consiste en fait à investir chaque mois un même montant, donc par exemple 100 € tous les mois, en bourse. Le but à la fin, donc, c'est d'avoir un capital le plus élevé possible au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Alors l'avantage d'investir chaque mois, c'est que ça élimine le risque d'investir en fait un gros capital en une fois. Et si demain les bourses plantent, si elles font moins 10, moins 20%, mais évidemment c'est très frustrant parce qu'on a perdu beaucoup d'argent. La méthode DCA, elle offre un confort psychologique dans le sens où si les bourses baissent demain ou après-demain, tu ne perds que la petite partie de l'argent que tu as investi jusqu'à présent et pas la totalité de la somme. Oui, mais c'est quand même pas simple de garder le moral et de rester confiant et continuer à investir chaque mois quand on voit justement les bourses qui baissent, qui se plantent ou qui semblent complètement en panique. Tout à fait, mais pour ça, je vais illustrer ça avec un petit graphique en fait, comme ça sera plus simple pour comprendre et apaiser tes craintes. Donc dans le graphique, on voit deux choses. Donc on souhaite investir par exemple 1 000 €. Bon, j'ai pris un montant rond, un montant simple à comprendre. Soit tu le fais en une fois, en début d'année, à un cours de 10 €. Donc, on voit le cours ici de l'action, du panier d'actions que tu achètes, c'est 10 €. Si tu l'investis en une fois, donc, ce sera ces 10 € que tu as investis, puis tu dépendras vraiment, pour les 1 000 € que tu as achetés, de l'évolution du cours de bourse par rapport à 10 €. Maintenant, si tu investis tous les mois, par exemple 10 € tous les mois, donc tu vas le faire en 10 fois et pas en une seule fois, donc tu vas investir 100 € tous les mois, donc tu auras investi 1 000 € dans 10 mois, et on voit en fait que, au mois de mars, donc si on a commencé en janvier, au mois de mars, le cours passe de 11 à 8 €. Donc ça veut dire que par rapport aux 10 € au départ, tu as perdu 20%. Donc 20%, c'est beaucoup. Sur 1 000 €, ça fait quand même 200 €, mais si tu avais investi 100 000 €, pourquoi pas, ça ferait 20 000 € de perte. C'est vraiment pas agréable au niveau psychologique, c'est frustrant, on se dit mais pourquoi j'ai pas attendu, j'aurais mieux fait d'investir plus tard. Enfin, bref, on n'est pas bien. Par contre, si tu investis donc tous les mois un petit montant, donc 100 € tous les mois, au bout des 2 mois où il y a cette perte, tu n'as perdu de l'argent que sur 200 €.
donc tu as peut-être perdu 40 ou 50 euros tout au plus. Et là, c'est beaucoup moins grave. C'est beaucoup moins grave. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, comme les marchés boursiers ont baissé et que toi, tu continues à investir, tu investis à un cours qui est beaucoup plus favorable, puisque par rapport à la première situation, tu avais investi à 10 euros. Les fois suivantes, tu peux investir à 8 euros, 8,50 euros, 9 euros, etc., etc. Donc, tu as un prix moyen d'achat en bourse qui diminue parce que les marchés boursiers ont diminué. Et alors, j'ai fait une petite simulation par rapport à tout ça. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'après, au terme de ces 10 mois, en supposant par exemple que le cours remonte à 9 euros, si tu avais investi en une fois 1000 euros au début, donc tu aurais perdu à 10 euros, c'est à 9 euros, donc tu as perdu 100 euros. Tu as perdu 100 euros, donc tu es perdant en bourse. Par contre, si tu investis tous les mois, eh bien, comme tu investis tantôt à 10 euros, tantôt à 9 euros, tantôt à 8 euros, le fait que le cours à la fin soit à 9 euros, tu gagnes 15 euros. Malgré le fait que le cours soit plus bas au début. Alors, je comprends bien, c'est assez technique, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la méthode DCA, finalement, ça te permet, en investissant tous les mois, tu ne te préoccupes pas, finalement, de la hauteur des marchés. Que les marchés, que les bourses soient élevées ou peu élevées, qu'elles soient chères ou pas chères, tu continues d'investir et ça lisse le prix d'achat moyen auquel tu achètes. Et donc, tu ne cherches pas à faire ce qu'on appelle du market timing. Le market timing, c'est quoi? Ça consiste à vouloir acheter quand c'est au plus bas et à revendre quand c'est au plus haut. C'est le rêve de tout investisseur, hein. C'est faire l'affaire du siècle. Sauf qu'en pratique, c'est impossible, à moins d'avoir un peu de chance. Mais, et donc, on trouvera toujours quelqu'un qui a réussi à le faire, mais en moyenne, les gens n'y arrivent pas. Et donc, cette méthode, en investissant tous les mois, on ne se soucie plus de rien. On regarde simplement l'évolution de ses placements sur de longues périodes, et puis à la fin, on a un capital. Oui, mais on ne peut quand même jamais être certain que ça va grimper et que les actions vont grimper. Je trouve que la bourse reste quand même quelque chose d'extrêmement incertain, voire même un peu dangereux quand on n'a pas forcément des grandes fortunes à investir. Ah oui, bien sûr, il y a des dangers, clairement, mais le danger, en fait, en bourse se matérialise surtout à court terme. Parce qu'à court terme, on peut avoir des évolutions de cours assez importantes. Je parlais de hausse ou de baisse de 10, de 20%. Quand ça baisse de 20, même 30% pendant des crises boursières, ça fait très mal au portefeuille, hein, c'est clair. Mais ce sont des évolutions à court terme. Par contre, si on regarde l'évolution des bourses à long terme, et quand je dis du long terme, c'est 10 ans ou 15 ans, ce qu'on voit, c'est que en fait, toutes ces petites évolutions, enfin ces grosses évolutions à court terme, sont effacées par le fait qu'à long terme, les bourses ont tendance à grimper. Et donc, après 10 ou 15 ans, le risque de perdre de l'argent en bourse, il devient quasi nul. Ça, pas beaucoup de gens s'imaginent ça. C'est difficile à croire. C'est très difficile à croire. Parce que de la même manière que tu disais tout à l'heure que rares sont ceux qui ont acheté au plus bas et vendu au plus haut, il y en a quand même quelques-uns qui ont tout perdu parce que tout à coup, le cours ne valait plus rien. Et quand on est à zéro, on est à zéro. Tout à fait. Et ça, c'est la catastrophe. Tout à fait. Il y a des gens qui ont tout perdu en bourse, mais ce sont des gens, en fait, et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens qui ne s'informent pas suffisamment au départ. Ce sont des gens qui n'ont investi que dans quelques valeurs et pas dans un indice large d'actions. Alors, je prends un exemple. Il y a une bonne vingtaine d'années, au tout début des années 2000, il y avait en Belgique une société qui était très connue des investisseurs. Elle s'appelait Lernout et Hospi. En fait, leur métier, c'était la reconnaissance orale. Donc, par exemple, tu parlais et puis le texte se dictait tout seul sur l'ordinateur. Aujourd'hui, ça paraît naturel, mais il y a 20-25 ans, c'était une révolution. Ouais. Et donc, ils avaient une bonne avancée sur tous leurs concurrents et leur cours de bourse a beaucoup monté. Il y a beaucoup de gens en Belgique, comme c'était une entreprise belge, qui ont investi dans cette action, qui n'ont investi que dans cette action. Il y a même des gens qui ont hypothéqué leur maison pour avoir un peu plus d'argent encore à investir. Ah oui. Et malheureusement, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est que les chiffres étaient truqués. Donc les chiffres comptables étaient truqués, ça s'est terminé par un procès, mais en attendant, la société ne valait plus rien. Et donc elle est retombée à zéro. Donc oui, quand on investit en bourse, si on ne fait pas attention à ce dans quoi on investit, on peut tout perdre. Mais, et là c'est le deuxième grand principe quand on investit en bourse, et donc je rappelle le premier, c'est avoir du temps devant soi, le temps c'est ton ami, mais le deuxième principe, c'est aussi de ne pas tout mettre dans une seule action. Pas tous ses œufs dans le même panier. Exactement, ça c'est l'expression la plus populaire. Voilà, bourse, mais ça reste valable, ça reste valable. La sagesse populaire. Exactement, c'est la sagesse populaire, mais que beaucoup oublient, alors qu'en fait, si tu investis dans un large panier d'actions, dans un ETF par exemple, un tracker, un fonds de placement qui investit de façon très diversifiée dans l'ensemble des actions de la planète ou l'ensemble des actions européennes, américaines,
eh bien, ce risque-là, ce risque qu'une entreprise ait trafiqué ses comptes ou bien qu'elle ait adopté une mauvaise stratégie qui l'a conduit à la faillite, eh bien, ce risque, il est noyé parmi toutes les autres entreprises qu'il y a dans le portefeuille. Et ça, donc, c'est le meilleur moyen, en fait, de gagner, je ne vais pas dire à coup sûr, mais presque à coup sûr en bourse, si tu as du temps devant toi. Bon, alors, imaginons que je puisse me le permettre. Oui. J'investis en bourse un montant tous les mois. Oui. Donc, voilà, on y va, on se lance. Et donc, si on revient à ce que j'ai annoncé au début, parce que c'était un peu le teaser que tu m'as envoyé, je vais devenir millionnaire. Alors, je reviens à ça, hein, c'est ça qui m'intéresse. Et je comprends tout à fait, tout le monde rêve de devenir millionnaire, voire multimillionnaire. Ben oui, bien sûr. Alors, par rapport à ça, bon, je vais d'abord présenter une première chose, parce que, en fait, cette méthode DCA, elle repose sur un principe que Einstein appelait la 8e merveille du monde, c'est les intérêts composés. Non, c'est pas moi. Donc les intérêts composés. 7e merveille, la 8e, ce sont les intérêts composés. Alors les intérêts composés, c'est quoi ? C'est que si tu places 100 € aujourd'hui, imaginons que ça prenne 10%, tu vas avoir 110. Mais ces 110, donc les intérêts vont eux-mêmes rapporter des intérêts. Donc ces 110 qui vont rapporter 10%, ils ne vont pas rapporter 10 € d'intérêt, mais 11 € d'intérêt. Donc toujours un peu plus. Et donc plus ton capital grossit, plus les intérêts calculés sur ce capital-là grossissent aussi. Et c'est ce qu'on voit dans le graphique ici qu'on publie. Donc là, c'est quelqu'un qui investit 100 € tous les mois. On voit que ce n'est pas une ligne droite, la courbe, mais c'est une ligne exponentielle. Donc au début, ça augmente tout doucement. Et plus on avance dans le temps, plus la hausse devient rapide. Alors qu'est-ce qu'on voit pour répondre à ta question et voir si on arrive au million ? Si tu investis 100 € tous les mois, donc j'ai pris de nouveau un chiffre rond, tu vois que la ligne, alors c'est la ligne du bas, on voit qu'on peut obtenir un peu plus de 17 000 € après 10 ans. Donc si tu commences, imaginons que tu veuilles ce capital pour ta retraite à 65 ans, si tu commences à 55 ans, avec 100 € tous les mois, tu auras 17 000 €. On est loin du million, on est d'accord. Encore assez bien, oui. Si tu commences à 45 ans, donc tu as 20 ans devant toi, là tu passes à plus de 40 000 € de capital à la fin. Mais si tu commences à 35 ans, donc tu as 30 ans devant toi, tu passes à 85 000 €. Et si tu commences à 25 ans, tu as plus de 150 000 € à ta disposition. Donc on voit en fait que plus on commence tôt, plus on commence tôt, plus on a du temps devant soi, plus le capital va grossir. Ça ne veut pas dire que si on a 45 ans, 55 ans, voire 60 ans, on ne doit pas commencer. Mais il ne faut pas s'attendre, ce sera difficile de devenir millionnaire dans ces conditions, ça c'est certain. D'accord. Mais bon, je vais quand même reprendre les chiffres que tu viens de donner. Ouais. Déjà, avoir la capacité d'investir 100 € par mois quand on a 25 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Tout à fait. En plus, 150 000 €, je suis vraiment nulle en calcul, mais je suis quand même encore capable de voir qu'on est loin du million. On est très loin du million, ça c'est clair. Et c'est pour ça que quand on entend ces vidéos avec ces conseils qui disent voilà, vous allez devenir millionnaire grâce à la bourse, méfiance, parce que pour être millionnaire, il faut déjà être riche au départ quand même. Alors évidemment, ça dépend de l'âge auquel on commence. Donc, j'ai fait d'autres petits calculs et on voit par exemple que, effectivement, si tu n'as plus que 10 ans devant toi et que tu veux devenir millionnaire, grâce à la bourse, il faut placer tous les mois 6 000 €. Autant dire que pour la grande partie de la population, pour 99,9% de la population, ce n'est pas possible. On oublie. Maintenant, si tu as 20 ans devant toi, ça descend à 2 300 € par mois. C'est encore un bon salaire, ça, donc c'est quasiment impossible aussi. Si tu as 30 ans devant toi, c'est 1 200 € par mois, ce qui reste beaucoup. Ça reste beaucoup pour atteindre le million. Et si tu as 40 ans devant toi, donc autant me dire si tu commences à 25 ans, eh bien là, c'est 650 € par mois, mais à 25 ans, je ne connais pas beaucoup de jeunes qui ont 650 € à mettre devant eux. Alors évidemment, j'ai pris des hypothèses. J'ai pris l'hypothèse que le placement rapportait 5% par an. S'il rapporte plus, c'est une hypothèse prudente. S'il rapporte plus, tu devras mettre moins de côté. Si ça rapporte moins, il faudra mettre un peu plus. L'hypothèse aussi, c'est qu'on n'investit pas le même montant pendant toute sa vie. Comme tu disais, à 25 ans, on n'a pas forcément beaucoup d'épargne à mettre de côté. Mais ce n'est pas grave. Même celui qui peut mettre 25 € ou 50 €, il peut commencer à investir en bourse. Le tout, c'est de mettre le pied à l'étrier, en fait. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu as commencé, tu as pris cette discipline d'investir tous les mois. Et puis, tu ne repousses pas au lendemain, tout le temps. Et puis, on se retrouve à 55 ans, à 60 ans, à la veille de prendre sa retraite et dire « Ah mince, je n'ai pas épargné ». Là, au moins, ça fait un effort qu'on fait dès le début. On a choisi ses produits et on est tranquille pendant plusieurs années. La deuxième chose, c'est que, évidemment, je dis à 25 ans, on n'a pas forcément beaucoup d'épargne, mais plus on avance en âge, pour peu qu'on travaille, évidemment, on a le salaire qui augmente, et donc ça permet, en fonction des moments de la vie, si les enfants ne sont plus aux études, si la maison est finie d'être remboursée, à des moments de la vie, on a plus d'épargne, on est capable de mettre plus d'épargne.
Donc voilà, ce n'est pas une règle fixe. On peut adapter de toute façon. On peut adapter de toute façon. On peut commencer à 25 €, on peut passer à 100 €, 200, 300. On peut rediminuer aussi si c'est nécessaire. On peut rediminuer, on peut stopper à tout moment. D'accord. Le but, ce n'est pas de se mettre dans une mouise financière tout simplement parce qu'on veut épargner pour plus tard. Non, ce qui compte aussi, c'est le présent. Il faut profiter de la vie aussi. Exactement. Parce qu'il y a un mouvement qui existe qui consiste à dire, par exemple, aux plus jeunes, vous pouvez arrêter de travailler dans 20 ans à 45 ans. C'est très bien. Et donc, à 45 ans, vous serez millionnaire on voit que c'est difficile quand même, mais ça suppose de faire beaucoup de sacrifices. Parce qu'on l'a vu, si on veut devenir riche rapidement, il faut épargner énormément. Alors évidemment, tout dépend du sens qu'on veut donner à sa vie. Ouais. On peut être riche à 45 ans, mais si on n'a pas profité de la vie entre 25 et 45, ça ne vaut pas tellement la peine. Donc il faut un juste milieu. Ce qu'on conseille généralement, en fait, c'est la règle des 50-30-20. Alors, par rapport à son budget, 50%, ce sont les dépenses incompressibles. Donc par rapport à son salaire, donc c'est par exemple payer le loyer, payer les assurances, payer le chauffage, payer même l'essence, les assurances, les frais de scolarité. Les 30%, ce sont les dépenses, je veux dire, de loisirs, donc celles qui permettent de bien vivre, de vivre agréablement, mais si on doit les diminuer, c'est pas trop grave. On va pas mourir parce qu'on diminue. Je pense le cinéma, les vacances, les restaurants. Voilà, ça c'est un budget qu'on peut plus facilement adapter qu'un loyer où il faut le payer de toute façon. Et les 20% qui restent, si tant est qu'on parvient à avoir ces 20%, on est toujours dans une version idéale. Idéal, tout à fait, oui. Mais c'est pour donner un cap, un cap de réflexion aux gens. Les 20% qui restent, ça sert à épargner. Donc, et par exemple, investir en bourse, ce petit montant tous les mois via la méthode DCA. Bon, alors, dernière question. Concrètement, on fait comment ? Alors concrètement, ça veut dire que comme il faut investir en bourse, il faut ouvrir un compte titre, donc il faut s'adresser à sa banque ou alors à un broker, à un courtier qui existe en ligne. Il y en a beaucoup maintenant qui existent en ligne, des courtiers qui sont généralement moins chers. Donc on devient client, on ouvre un compte titre. Donc le compte titre, c'est le compte sur lequel vont être logés tes placements. Et puis tu mets en place une méthode mensuelle. Donc il y a beaucoup de banques qui proposent une épargne mensuelle, souvent à partir de 25 €. Alors moi, ce que je recommande, c'est de ne pas passer par les banques traditionnelles. Pourquoi ? Parce que la plupart réclament des frais assez élevés. Et donc, plus les frais sont élevés, plus ça mange ton rendement. Et donc, plus ça devient encore difficile d'être millionnaire à 60 ans. Voilà. Donc, ce que je recommande, c'est de passer par des courtiers en ligne qui ont pignon sur rue malgré tout, qui sont connus, qui sont reconnus par les autorités de contrôle en Belgique ou en Europe. Et là, alors il y a deux possibilités. Soit on investit soi-même, donc on choisit un ou deux produits dans lesquels on met la même somme d'argent tous les mois. On peut le faire de façon automatisée avec un versement permanent, par exemple, qu'on peut stopper à tout moment, ça ne va pas. L'argent est disponible à tout moment aussi, bien entendu. Ou alors, on prend une méthode qui fait tout à votre place, qui choisit les placements pour vous. C'est un peu plus cher parce que là, il y a des frais de gestion, mais ça a le mérite de s'adresser aux gens qui n'y connaissent vraiment rien, qui ne savent pas quel produit choisir. Et là, on choisit pour eux à leur place. D'accord. En fait, il y a 2 ou 3 spécialistes en Belgique qui font ça. C'est Indexa, c'est EasyVest et c'est Curvo. Alors, EasyVest et Indexa, il y a une petite mise de départ un peu plus élevée, entre 2 000 et 5 000 €. Curvo, c'est à partir de 25 € par mois. D'accord. Voilà, donc c'est bon à savoir pour celui qui veut commencer sans se soucier de chercher ses investissements lui-même. Sinon, il peut passer par une banque traditionnelle. Ok, eh bien, merci beaucoup. On verra la semaine prochaine si tu es encore là ou bien si tes rendements ont été suffisamment importants pour que... Non, je serai encore là, je pense. Tu seras encore là ? D'accord. Bon, je reste réaliste. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. En tout cas, de nous avoir donné une perspective et qui sait peut-être... peut-être pas des millions, mais un rendement un peu plus intéressant. Oui, en tout cas, il y a moyen d'avoir un bon complément de capital à la retraite grâce à cette méthode. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Bon, nous, on va continuer avec de nouveaux sujets pendant que Nicolas quitte le plateau. Évidemment, tous ces renseignements, tous les détails de ce qu'on aborde dans cette émission, vous pouvez les retrouver sur le site internet de TestAchat. Il y a du contenu gratuit. Évidemment, si vous êtes abonné, il y a un contenu premium, vous avez toujours un peu plus. Et puis, vous avez toutes les rediffusions sur YouTube et sur nos différents réseaux sociaux. Mais là, maintenant, le moment est d'accueillir ma deuxième experte. Elle est déjà habituée de ce plateau, c'est Véronique Demierbe. On va parler de réduire sa consommation de viande et donc de passer à une alternative végétale. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, au cas où les personnes qui nous regardent là maintenant nous rejoignent pour la toute première fois, qui es-tu ?
Que fais-tu chez Testachat? Donc moi, je suis experte alimentation, je suis diététicienne de formation et je travaille au département santé et alimentation chez Testachat. Merci en tout cas d'être une fois de plus à nos côtés. Les sujets alimentation, diététique, santé, etc. sont vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur et qui, on est tous et toutes de plus en plus en train de faire attention à ce qu'on mange. Quels sont les avantages d'une alimentation à base végétale? Déjà, il y a plusieurs avantages. Un des avantages, c'est au niveau de la santé, comme tu t'en doutes, j'imagine. Le fait de manger moins de viande, voire plus du tout de viande, en fait, ça va permettre de contribuer à diminuer le risque de développer certaines maladies, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, l'obésité ou même certains cancers. Mais à condition, évidemment, de varier suffisamment son alimentation. Parce que dès le moment où, en fait, on va exclure toute une catégorie d'aliments, comme c'est le cas ici de la viande, mais ça peut être aussi du poisson, des œufs ou des produits laitiers aussi, on a un risque plus important de développer certaines carences alimentaires. Et donc c'est pour cette raison que les végétariens et surtout les végétaliens doivent faire attention à leurs sources de protéines, aux oméga 3, vitamine B12, vitamine D, mais aussi à certains minéraux comme le fer, le zinc ou le calcium aussi. Donc ça, c'est un des avantages. Maintenant, le deuxième avantage, c'est au niveau plutôt planète, on va dire, ce qui est logique, vu que le fait de diminuer sa consommation de viande, voire même de l'éliminer totalement, va faire... En fait, l'impact environnemental des produits animaux est plus lourd que celui des produits végétaux. Et donc, du coup, même en diminuant sa consommation de viande, en fait, on réduit notre empreinte écologique. D'accord. Et un dernier avantage, ce serait le bien-être animal, ce qui est logique aussi. Oui, bien sûr. Parce que même juste en diminuant sa consommation de viande, en fait, on diminue la demande de produits issus de fabrication... intensif, bien sûr, voilà, de production, d'élevage intensif, et du coup, on diminue la maltraitance animale, on va dire. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. Mais je crois que tout le monde voit bien où on veut en venir. Effectivement, c'est un aspect qui est quand même important et qui tient à cœur, de beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes, heureusement. Ouais. Maintenant, par rapport à ce que tu as dit juste avant, le risque de carence quand on supprime certains aliments, ça semble un peu compliqué. Comment est-ce qu'on peut faire pour manger plus souvent des aliments d'origine végétale sans se mettre en carence? Est-ce qu'il y a un petit guide à suivre? Déjà, je te rassure, pour les végétariens, il n'y a aucun souci de carence dès le moment où ils varient leur alimentation. Donc ça, c'est vraiment la clé. Hein. En variant, on consomme suffisamment de protéines, donc des acides aminés des protéines. On consomme suffisamment de vitamines, suffisamment de minéraux. Par contre, c'est plus pour les végétaliens où eux, ils doivent généralement recourir à des supplémentations. Ouais. Et dans les trucs et astuces, on va dire, donc ça dépend un peu à quel stade on se situe. Pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de manger sans viande, sans poisson, voire sans œufs ou sans produits laitiers, ça dépend de ce qu'on souhaite éliminer, évidemment. Le mieux, c'est d'être prévoyant et donc déjà de faire un menu hebdomadaire. Donc sur une semaine, on fait un menu de ce qu'on va manger. Ça évite d'être perdu et d'avoir l'impression de rien pouvoir manger. Et aussi, ça permet justement de varier, donc varier les différents plats qu'on va faire et de tenir sur le long terme, du coup, si on commence. Un autre point, ce serait aussi de penser aux légumineuses, évidemment, comme source de protéines, et aussi ils sont une source intéressante en fibres et en vitamines et minéraux. Pareil, les fruits oléagineux, donc ça apporte de bonnes graisses, donc c'est tout ce qui est noix, noisettes, amandes, graines aussi. Donc là, on a des graines de chia, graines de lin, enfin il y en a plein, donc vraiment on peut se faire plaisir. Pour les personnes qui souhaitent éviter les produits laitiers, donc tout ce qui est lait, fromage, il y a des alternatives végétales, comme par exemple pour le lait, il y a les boissons à base de soja, amandes, etc. Oui, on ne parle plus de lait d'amande ou de lait de soja, puisque c'est pas réellement du lait. Légalement, on ne peut même pas le dire. Donc. Je n'ai pas dit. Donc voilà. Vous n'avez rien entendu. On ne peut pas en parler en tout cas. Et donc par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la seule boisson... la seule alternative végétale qui se rapproche le plus du lait, c'est la boisson à base de soja. D'accord. Au niveau de la composition nutritionnelle. Et il faut savoir aussi que les produits qui sont bio ne peuvent pas être enrichis. Donc ces produits ne contiennent pas de vitamine B12 ni de calcium, contrairement au lait. Ok.
Bon, ça a l'air, ça demande quand même un certain effort. Ça demande aussi beaucoup de créativité au niveau culinaire, hein, d'expérimenter un tas de nouvelles choses que la plupart des personnes n'utilisent pas au quotidien. Il y a plein d'idées sur Internet et les réseaux sociaux aussi, il y a énormément. Et puis sur notre site Internet aussi, on peut commander un guide sur les 50 recettes végétariennes équilibrées. Donc, Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. C'est l'occasion. Les substituts à la viande, donc les substituts végétaux à la viande, sont-ils tous de bonne qualité ? On retrouve de tout. Donc, les substituts de viande, on a des produits qui sont très simples, comme je disais, donc les légumineuses. Donc ça, c'est déjà un très bon substitut de viande. On retrouve aussi des produits simples comme le tofu, le seitan ou le tempeh. Donc voilà, ça aussi, ce sont des très bons substituts. Maintenant, on trouve aussi des produits qui sont prêts à l'emploi. Et donc, c'est plutôt là où ça part dans tous les sens. Au niveau composition nutritionnelle, on retrouve des produits qui ont un Nutri-Score A, d'autres qui ont un Nutri-Score D. Il y en a qui sont trop gras, trop salés, d'autres qui ne contiennent pas suffisamment de protéines ou qui ne sont pas du tout enrichis en vitamines ni minéraux. Donc, voilà. Alors, justement, quand on choisit un substitut à la viande et qu'on est végétarien ou surtout végétalien, il faut vraiment faire attention aux sources de protéines, de B12 et de fer des substituts. Donc c'est vraiment ça qu'il faut. Il faut aller lire la composition, regarder dans le détail. Après, il faut encore être capable de comprendre les terminologies utilisées. À quoi est-ce qu'on fait vraiment attention et qu'est-ce qui permet de faire les bons choix ? Déjà, quand on arrive au supermarché, on peut déjà regarder le Nutri-Score. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur. Donc le Nutri-Score A montre que le produit est généralement peu gras, ou en tout cas qui ne contient pas beaucoup de graisses saturées et qui est une bonne source de fibres. On peut regarder aussi la composition nutritionnelle. Donc on parle d'un bon substitut de viande dès le moment où le produit contient plus de 12 grammes de protéines par 100 grammes et moins de 10 grammes de graisse par 100 grammes. D'accord. Et idéalement, il devrait être enrichi en B12 et en fer. Alors pourquoi la B12 et pourquoi le fer ? Parce que la vitamine B12, en fait, on la trouve uniquement dans les sources, dans les produits animaux. On n'en trouve pas dans les produits végétaux. Donc dès le moment où on élimine la viande, le poisson, et qu'on va même à éliminer les œufs et les produits laitiers, on se retrouve avec un risque de carence. Et le fer, c'est également important parce que le fer qui est présent dans les végétaux est moins bien assimilé que celui des produits animaux. Et donc du coup, pareil, vaut mieux avoir des produits avec une supplémentation. Et sinon, on peut aussi regarder la liste des ingrédients. Donc ça permet déjà de voir si le produit est ultra transformé ou non, parce que la plupart des produits prêts à l'emploi le sont. Oui, ça c'est vrai pour tous les plats préparés en général. Voilà, c'est ça. Et donc là aussi, privilégier ceux qui ont une liste d'ingrédients relativement courte, avec des ingrédients qu'on connaît, qu'on utilise en cuisine. Sinon, chez Testachat, on a fait un test comparatif des falafels et des boulettes végétariennes. Donc voilà. On a analysé 17 produits au niveau du goût, de la composition, des contaminants, de plusieurs points. Et au final, sur les 17 produits, 7 ont obtenu une bonne note. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion d'aller voir sur la notre liste, site. Effectivement. Oui. Non seulement d'aller voir la liste sur le site, et aussi éventuellement de regarder ce fameux petit guide de recettes prêt à l'emploi pour justement se lancer dans la diminution de viande. On n'est pas obligé d'aller tout de suite hardcore, tout enlever, mais c'est vrai que pourquoi pas, on peut franchir le pas. C'est plus simple de commencer tout doucement. Oui. Voilà, moi c'est plus ma technique, c'est y aller progressivement et explorer un petit peu et petit à petit reculer, diminuer l'apport en viande. Ok, merci beaucoup. Espérons que ça puisse en inspirer beaucoup d'entre vous. Et puis merci Véronique d'être revenue sur le plateau. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. Et voilà, on quitte la cuisine et on va se diriger maintenant dans la salle de bain avec tout un sujet sur le meilleur choix des systèmes d'eau chaude. Quel est le plus économique? Quel est le plus écologique? On va aborder tout ça en compagnie d'Olivier Lesage. Bonjour Olivier. Bienvenue dans notre super studio Testachat. Bonjour. Alors, toi, c'est la toute première fois que je t'accueille dans notre studio. Dis-moi, que fais-tu chez Testachat? Qui es-tu? Je m'appelle Lesage Olivier et je m'occupe de questions autour du domaine énergie et bâtiment depuis déjà plus de 20 ans à Testachat. Ah oui, donc tu connais bien la maison et tu connais bien, franchement, toutes les choses à aller examiner, à aller explorer, tous les cailloux à aller soulever.
Alors ici, on va démarrer avec un caillou en particulier qui m'intéresse. Ma maman doit changer son chauffe-eau et j'aimerais donc savoir comment choisir idéalement son système d'eau chaude. Déjà, tu cites un système, un chauffe-eau. C'est un système instantané. Donc, je propose de voir 7 systèmes, d'étudier 7 systèmes. Enfin, étudier. On va passer en revue 7 systèmes. Essayer de voir lequel on peut choisir chez soi. Parce que ça ne se fait pas, on ne peut pas dire c'est tel système à installer. Par exemple, dans ton cas, ça peut être un autre, ça dépend des exigences de confort. Évidemment, il y a le coût, de la disponibilité des énergies. Par exemple, un chauffe-eau, tu as cité un chauffe-eau, est-il au gaz naturel ou au propane ? Gaz naturel. Voilà, ça pourrait être en propane en bouteille, par exemple. Oui. Ce serait totalement différent. Oui, effectivement. Donc, on a 7 systèmes à examiner. Est-ce qu'il y en a un qui est moins cher à la consommation ? Parce que ça, c'est quand même la grande question que tout le monde se pose. Et donc, oui, tu as les systèmes les moins chers. Donc, dans les systèmes les moins chers, tu vas avoir ceux au gaz naturel au prix actuel. Je parle bien des prix de 2024. On a eu effectivement un historique de gaz naturel fluctuant, mais on en reparle plus tard, je pense. On en parle plus tard, mais c'est important de le dire tout de suite. Donc, tu as le système, le chauffe-eau au gaz naturel est un des moins chers. Enfin, c'est avec la chaudière au gaz naturel qui fonctionne d'une certaine manière comme un chauffe-eau en instantané. Donc ça, oui, ce sont les systèmes les moins chers. Après, tu as un chauffe-eau thermodynamique, chauffe-eau à pompe à chaleur. On parle bien en termes de consommation, hein, ça c'est important. Puis, tu as les systèmes sur des boilers sur chaudière. Donc tu places un réservoir sur une chaudière et tu as ton eau chaude de ce réservoir. Par exemple, une chaudière au mazout, une chaudière au gaz naturel, au gaz propane, voire une chaudière à pellet. Tout est possible. Et puis, tu as les systèmes qui deviennent très chers. Tu as d'abord le chauffe-eau, de nouveau le chauffe-eau, mais cette fois-ci au gaz propane en bouteille, parce que le gaz propane en bouteille est cher. Et puis, tu as le système le plus cher, à électricité, le boiler électrique. Donc, on dit boiler, ballon électrique en France, boiler ou boiler électrique, bref, le réservoir électrique avec une résistance électrique à l'intérieur. Et là, les coûts explosent. Il faut quand même savoir qu'on est dans une différence, dans une proportion de 1 à 3. Donc, lorsque tu paies 1 pour la consommation avec les premiers systèmes cités, chauffe-eau au gaz naturel, chaudière murale, et même système thermodynamique, tu vas payer 3 fois plus avec un boiler électrique. Oui. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres critères qu'il faut prendre en compte quand on fait son choix de système pour son eau chaude ? Oui, évidemment, il y a le confort. D'abord. Enfin, oui, c'est un point extrêmement important. On va citer le confort. Tu ne veux pas avoir d'eau froide ? En tout cas, pas quand je suis sous la douche, ça c'est sûr. Il n'y a pas de système idéal, je t'explique. Tu as le système où tu as l'eau à une température stable, avec un très bon débit. Tu peux alimenter 2-3 salles de bain, 2 salles de bain, en même temps. Alors là, tu as besoin d'un réservoir. On a parlé du boiler. Le boiler, technologiquement, il est idéal pour ça. Mais un petit problème, une fois qu'il est vide, il faut le réchauffer. Alors avec une chaudière, ça va très vite. Par contre, en système électrique ou thermodynamique, donc avec pompe à chaleur, ça prend plusieurs heures. D'accord. Donc, il faut attendre ou avoir un grand réservoir. Ou prendre des douches très très courtes. Oui, aussi. C'est évidemment toujours une autre possibilité. Mais si tu ne prends pas des douches courtes, tu veux alimenter une baignoire et tous les jours prendre un bain, tu peux avoir un problème avec un réservoir, tu le prends très grand, sinon tu as les systèmes instantanés. Alors, le système instantané, le chauffe-eau, tu as cité le chauffe-eau, la chaudière, alors, il fonctionne très bien pour une quantité illimitée d'eau. Par contre, ils ont un problème, pour 2 salles de bain, c'est difficile. Il y en a un qui ouvre un robinet, et puis l'autre, non, tu as ouvert le robinet, parce que le chauffe-eau, il faut chauffer ça en direct, et donc il y a un problème de puissance et de débit, les deux, pour pouvoir alimenter 2 salles de bain. Donc c'est une limitation du chauffe-eau, et au niveau stabilité, tu as moins de garantie qu'en réservoir, où là, tu as de l'eau qui t'attend à 60 degrés, enfin 60 degrés, 55 degrés, et donc c'est stable. Voilà. Au niveau confort, tu as le choix entre le réservoir bien stable, mais pas des quantités limitées, ou une grande quantité, mais une stabilité
fois plus difficile. Il n'y a pas l'air d'y avoir un système vraiment idéal qui prime sur les autres, mais une des questions qui est quand même importante à se poser aussi, c'est est-ce que tous les systèmes sont disponibles, toujours, partout? Alors non, d'abord l'énergie, le gaz naturel, tout le monde n'a pas le gaz naturel. Donc, oui. Et puis je t'ai dit, le gaz propane en bouteille, je mets en bouteille, il est beaucoup plus cher. Donc il ne faut pas se dire le chauffe-eau est toujours le plus économique. Bon, l'électricité, tu en as partout, ça va. Par contre, de nouveau, la chaudière, as-tu une chaudière d'abord, as-tu une chaudière chez toi pour mettre un ballon? Est-ce que la chaudière n'est pas trop loin non plus? C'est une autre question. Ça peut te causer un problème de confort, où tu dois travailler avec des boucles d'eau chaude sanitaire. Et là, c'est un système qui peut devenir très onéreux. Mm-hmm. Attention, absolument, il doit être isolé. Et ce n'est absolument pas le système à privilégier. D'accord. Bon, on parle de confort. Il y en a certains qui sont plus confortables que d'autres, selon le banc test de Test Achat. Il y a quelque chose qui te semble sortir du lot? Je te l'ai cité, hein, les ballons te garantissent le confort, mais pas la quantité. Oui. Donc voilà, c'est à choisir. On a testé en son temps des chauffe-eau très stables, avec des performances exceptionnelles. Voilà, maintenant, le chauffe-eau est un peu en disparition, il faut le dire aussi. Effectivement. Bon, alors on va parler maintenant, on a parlé de prix à la consommation. Maintenant, on va aborder l'autre aspect important du prix, c'est le prix d'achat et le prix d'installation. Est-ce que c'est à peu près la même chose? Est-ce qu'ils se valent ou bien est-ce qu'il y a des grandes différences là aussi? Oui, grandes différences. Tu as le moins cher en soi installé. Disons que tu l'as d'office si tu as une chaudière murale. Les chaudières murales sont quasi toutes équipées d'un système de production d'eau chaude. Donc le surcoût entre une chaudière murale sans système ou avec système est très bas. Mmh. Donc là, tu l'as avec, si tu es dans un appartement, c'est une configuration assez classique, tu as ta chaudière dans cet appartement, tu auras ton eau, pour un coût d'installation qui est très très faible. Mmh. À l'inverse, tu as, j'ai cité le boiler thermodynamique ou à pompe à chaleur, donc c'est le même terme, hein, c'est le même objet, pardon, c'est le même objet, mais pour deux termes différents. Là, oui, tu as une installation qui est souvent dans les 3 000 à 4 000 euros. Donc, c'est déjà beaucoup plus lourd pour une consommation plus faible, maîtrisée, mais il faut reconnaître qu'à l'installation, c'est cher. Entre les deux, alors tu as les systèmes, le boiler électrique, lui, est relativement bon marché, relativement, et moins cher. Le bricoleur peut aussi l'installer. Il n'y a pas de gaz, de connexion au gaz. Et puis, tu as les systèmes de chauffe-eau, etc., qui sont des systèmes dans des prix. Alors, quand tu les amortis, on a des graphiques. Tu vas te retrouver un peu dans une moyenne. C'est plus abordable. Maintenant, oui, on revient à ce que tu disais. Tu ne sais pas le faire toi-même. C'est encore... voilà. Oui. Tu peux le faire si tu es bon bricoleur, mais tout le monde ne posera pas comme ça son Bien chauffe-eau. entendu. Ou en tout cas, il ne faudra pas prendre le risque de se dire je préfère quand même laisser un professionnel s'en occuper. Oui. Est-ce que au moment de faire son choix, la consommation d'eau chaude a une importance? Est-ce qu'il faut en tenir compte? Ah mais oui. Alors d'abord, la consommation d'eau chaude, elle va te déterminer évidemment le prix de consommation. Or, tu as des systèmes qui sont plus sensibles au prix. Le système, de nouveau, on revient sur le boiler électrique. L'électricité coûte cher. Tu fais de l'eau chaude avec une résistance électrique. Et donc, dès que ta consommation augmente, ta facture augmente mais fortement pour vraiment atteindre plus de 1 000 euros, enfin, dans les périodes de crise, atteindre plus de 1 000 euros. Inversement, tu as des systèmes économes, toujours à l'électricité, mais comme le boiler thermodynamique, lui, il divise par 3 la consommation et donc permet de maîtriser, lorsque tu as une grande consommation, de maîtriser ta facture. Oui. Elle augmente, mais bien sûr, nettement moins vite. Et puis, tu as les systèmes au gaz naturel. Alors, lorsque tu n'es pas en période de crise, on retrouve des prix, système naturel, ou sur chaudière, mazout, à pellet, des prix qui sont, on va dire, raisonnables lorsque tu consommes plus. Et donc, si on va sur une toute petite consommation, éventuellement, on pourrait se dire que le fameux boiler électrique qui avait mauvaise presse tout à l'heure, mais sur une minuscule consommation, pourrait envisager d'être une solution. Mais c'est vrai que sinon, il ne passe pas le test.
au niveau de la facture, ça peut faire oui, très mal. Ça peut être vite catastrophique. Alors, tu parlais tout à l'heure, tu as abordé tout à l'heure cet épisode douloureux de la crise de l'énergie que nous avons tous traversé plus ou moins vaillamment. Qu'est-ce qui se passe en cas de crise ? Qu'est-ce qu'on va faire en cas de crise de l'énergie si ça devait se reproduire ? Oui, donc on l'a déjà vu. Les systèmes électriques sont devenus très très chers, mais aussi, de manière surprenante, les systèmes sur base du gaz naturel. On a eu une multiplication par 3, par 4 des prix. Donc à ce moment-là, tu as des systèmes qui deviennent plus chers. Donc l'ordre a été complètement chamboulé en 2022, où tu t'es retrouvé avec des systèmes type le chauffe-eau. On revient au chauffe-eau au gaz naturel qui est devenu plus cher que des systèmes de ballons, de boilers sur chaudière, chaudière à mazout, chaudière à pellet, même si le pellet lui aussi a augmenté. Donc pendant une période de crise, il n'y a pas de miracle. Il faut d'abord essayer de maîtriser sa consommation. Et avoir un système qui n'est pas trop énergivore. Donc les systèmes qui pendant la dernière crise, n'ont pas été trop chers. Ils sont tous devenus chers. Les systèmes qui étaient devenus raisonnables, pourtant à l'électricité, c'était le boiler à pompe à chaleur, le boiler thermodynamique. Et puis les systèmes à mazout, parce que le mazout n'a pas suivi la courbe, la même montée exponentielle, exceptionnelle du gaz naturel. Maintenant, la question est de savoir si lors de la prochaine crise, le mazout sera aussi calme ou ce ne sera pas lui qui sera source de la crise comme on a connu plusieurs crises au cours des 25 dernières années. Donc, le système qui te protège contre la crise, il n'y a pas de système miracle, il y a par contre une consommation maîtrisée. Oui. Évidemment, c'est l'inconnu sur laquelle on ne peut pas construire grand-chose. On n'a aucune idée de ce que l'avenir nous réserve en matière de crise économique ou de crise de l'énergie. Une dernière question, c'est concernant l'impact environnemental de ces différents systèmes. Est-ce qu'ils se valent tous ou bien est-ce qu'il y a de bons et de moins bons élèves ? C'est un autre aspect, puisqu'on sait qu'on pose un système pour 15, 20 ans. Donc, on parle de transition énergétique. Clairement, on a les systèmes classiques sur base d'énergie fossile qui devraient diminuer fortement au cours des années à venir, des décennies à venir. Donc, qu'est-ce qui te reste ? En fait, principalement des systèmes basés sur des biocombustibles. J'ai cité la chaudière à pellet. Oui. Voilà. On peut espérer un peu de biocombustible, de biogaz, oui. On peut un petit peu en trouver dans le monde du propane. On peut en espérer en avoir dans l'avenir, mais pas dans une quantité qui sera suffisante pour répondre à tous les besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Donc, qu'est-ce qui nous reste ? L'électricité. Et alors tu vas me dire, mais le boiler électrique, il est très cher, ça ne va pas, et il restera cher, énergivore. Et donc, la logique, c'est que nous devrions aller vers le boiler à pompe à chaleur, dit thermodynamique, et lui ça devrait être le système le plus installé dans l'avenir. D'accord. Et qui arrive à le mieux marier les différents besoins et les différentes problématiques de la moins mauvaise manière, finalement. Oui, mais il a ce grand défaut d'être cher. Oui, d'être cher à l'installation. Et un second défaut, aucun système n'étant parfait non plus, avoir besoin de grands conduits pour prendre l'air et l'évacuer. Tu me diras, le chauffe-eau que tu as cité en premier, il a aussi besoin d'une évacuation de fumée et une prise d'air. Donc, ce n'est pas nécessairement le plus facile. Et puis, il prend du volume aussi, le boiler, c'est un réservoir. Voilà. Il n'y a pas de système parfait, mais... Oui, j'ai l'impression que je ne sais toujours pas exactement quel système je vais choisir, mais au moins, on a des informations concrètes pour pouvoir poser notre réflexion. C'est déjà un bon début. Oui, mais dans le cas ici d'un remplacement de chauffe-eau, bon, tu
dis, il y a un chauffe-eau au gaz naturel, est-ce que je vais le remplacer par un autre chauffe-eau au gaz naturel? Ce serait logique. Si le confort, si ta maman est satisfaite du confort, pourquoi pas? Oui. En termes de vision d'avenir, cela pose des questions. Oui. Il est clair que le consommateur se trouve dans une difficulté actuelle avec des messages qui ne sont pas clairs venant des autorités. Oui. Des messages au niveau des prix, au niveau des systèmes qui seront encore disponibles, encouragés. Donc il y a un énorme travail à ce niveau-là pour que la transition se fasse effectivement. Oui. Bon, on va pouvoir examiner tout ça. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, grâce aux différents graphiques que tu nous proposes, j'imagine qu'on retrouve tout ça sur le site de Test Achat. Il y aura évidemment tout le détail. Ça vaut la peine de se poser et de regarder ça à son aise. En tout cas, merci beaucoup, Olivier, d'être venu aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Et bonne suite, bonne continuation, bonne étude des systèmes. Hein. J'espère que la prochaine fois, on aura des choses un peu moins complexes à aborder. En énergie, oui, pas sûr, quand même. C'est pas simple. Hein, ouais, c'est pas simple. Sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et voilà qui termine notre émission. Voilà, on s'arrête ici. On a abordé 3 thématiques très différentes, super intéressantes. D'abord, avec Nicolas, on a exploré les DCA. Est-ce que vraiment on va pouvoir devenir millionnaire? En tout cas, en ce qui me concerne, c'est mal barré, mais peut-être que vous aurez plus de succès que moi. Véronique Demierbe nous a aidé à aborder un petit peu la transition, comment diminuer ou même carrément supprimer la viande dans notre alimentation, la remplacer par des alternatives végétales. Comment faire? Quelques bons conseils ont été dits. Tout ça, évidemment, vous pouvez retrouver en détail sur le site de Test Achat. Et puis, Olivier, qui vient de partir maintenant, comment choisir le système d'eau chaude le plus économique, le plus adéquat par rapport à votre situation? Là aussi, il y a beaucoup de choses à en dire. Vous retrouverez tout ça sur testachat.be. Il y a déjà du contenu qui est accessible gratuitement, mais évidemment, il y a des contenus supplémentaires si vous êtes abonné. Et puis, je vous encourage toutes et tous à aller voir et revoir ces émissions sur YouTube où vous avez tous les replays qui sont disponibles. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires à nous envoyer un petit mot pour nous dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde lors d'une prochaine émission. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été avec nous et à très bientôt.